y a des chaînes qu'on ne voit pas, des murs qu'on ne touche pas, mais qui enferment quand même. Ils s'appellent clichés. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'insidieux, de presque invisible. Les clichés sur les femmes, ces petites phrases qu'on entend depuis l'enfance, ces stéréotypes qui enferment et limitent. Une femme doit, une fille ne peut pas, une femme n'a pas le droit de. Vous les avez déjà entendus, n'est-ce pas? Bienvenue dans Cible la femme, le podcast qui met en lumière les attaques, les clichés et les violences subies par les femmes, mais aussi leur force, leur résilience et leur combat pour la liberté. Je suis Ingrid et dans ce premier épisode, nous allons aborder le thème « Le poids des clichés ». Ensemble, nous allons décrypter comment ces clichés façonnent nos vies et très souvent à notre insu. Les clichés d'hier sont toujours d'actualité et façonnent encore aujourd'hui la vision de la femme. Femme au foyer, privée de toute aspiration que celle de mère et d'épouse. La femme fragile, faible, émotionnelle, incapable de gérer les responsabilités importantes. La femme tentatrice, portant la responsabilité des désirs qu'elle suscite. La femme objet, dans la publicité et les médias, vue comme une marchandise à vendre. La femme sans avenir, lorsque son apparence ne respecte pas les codes et les normes imposées par la société, serait condamnée à une vie sans épanouissement. Ces clichés, loin d'être anodins, influencent l'éducation, les opportunités professionnelles, la manière dont les femmes sont traitées dans la société et même leur perception d'elles-mêmes. Les femmes doivent constamment justifier leurs choix, leurs compétences et même leur existence. Dans quelques instants, vous allez entendre l'histoire d'une femme qui a choisi de briser le silence. Une femme dont la foi a changé le cours de sa vie. Sa main a changé son destin. Elle a accepté de livrer son histoire et d'énoncer un aperçu de ce qu'en réalité vivent des millions de femmes chaque jour. Ce témoignage est bouleversant. Ces mots peuvent choquer, mais ils ouvrent aussi la voie à la guérison. Installez-vous, ouvrez grand les oreilles et écoutez. Une femme seule, avec enfant, ne réussira pas dans la vie. Tu as un handicap physique, tu ne pourras jamais te marier et avoir un travail digne. Tu as subi des abus sexuels ou physiques, tu ne pourras jamais aimer ou te faire aimer. Tu es immigré, tu resteras au plus bas de l'échelle tant que tu seras dans ce pays. Orpheline ou situation familiale compliquée, tu as grandi de foyer en foyer. Il te sera impossible d'avoir une vie stable. Je suis Siama. Je suis ce que Dieu dit que je suis et non ce que le regard des hommes ou les clichés disent que je suis. Une personne qui a vécu la guerre la racontera mieux qu'une personne qui l'a regardée à la télé au fond de son canapé. Je veux te parler du poids de clichés que la vie m'a imposé et que j'ai renversé. Dès mon plus bas âge, mes parents se sont séparés. Mon père s'est donc remarié. Étant d'origine africaine, j'étais élevée par mon père. Ma belle-mère me détestait, me haïssait. Elle me faisait donc subir de la maltraitance physique et psychologique, en me faisant manger mes excréments, me faisant boire mes urines, ou encore en m'enfermant dans le placard. À l'époque, la loi de la protection des enfants n'existait pas. Elle a donc fini par commettre l'irréparable. Oui, elle a mis de l'eau au feu et a plongé ma main dans l'eau. J'ai donc été brûlée au 3e degré
à l'âge de 1 an. De là s'accumulèrent des complications chirurgicales. Je fus donc envoyé en France. Je subis des amputations de certains phalanges, des greffes à outrance, en bref, une main qui ne ressemblait plus à rien. J'ai donc dû me séparer de mes parents. Lorsque je suis arrivé en France, j'ai longtemps été hospitalisé. La solitude, le rejet. À l'école, les amis se moquaient de moi. Il y avait des chants à la récré qui parlaient de ma main. Personne ne voulait être mon ami car j'avais une main de singe ou une main qui faisait peur. Une fois encore à l'hôpital, après une opération, avec la douleur de l'opération à l'hôpital Necker, je regardais la tour Eiffel par la fenêtre sous les perfusions. En pleurant, je me disais, Seigneur, pourquoi ? Sachant que j'avais été élevée dans une famille chrétienne, après la séparation de mes parents, ma mère avait rencontré le Seigneur. Et le Seigneur lui avait dit que mon père était son mari. Elle pria et suite à mon accident, les familles se dispersèrent. Les conflits rentrèrent en jeu. Et mon père se sépara de ma belle-mère. Ma mère reprit donc sa place et mon père donna sa vie à Christ. Ils sont donc jusqu'aujourd'hui âgés de plus de 80 ans, des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Avec cette éducation religieuse, ma tante, auprès de qui j'avais été envoyée en France, m'a élevé dans cette éducation, dans la crainte de Dieu. J'ai donc grandi, malgré la douleur, malgré les maux, en me disant toujours, Dieu est au contrôle de toutes choses. Le caractère que j'aurais dû avoir, ayant été un enfant maltraité, le Seigneur a transformé mon caractère. Au lieu d'être cette petite fille timide qui ne parle pas, qui a peur de tout, le Seigneur m'a donné de l'assurance. Et cet handicap a été pour moi un tremplin qui m'a propulsé, malgré les douleurs par moments. Et il faut savoir, je n'ai jamais eu de colère ni de haine envers ma belle-mère. Car ma mère m'avait enseigné le pardon dès le plus bas âge. Elle m'avait appris à ne pas remettre les torts sur cette femme, mais à me confier en Dieu et lui faire confiance. Derrière, ma belle-mère, avant de partir, avait laissé 2 enfants. Et d'ailleurs, c'est ma mère qui les a élevés. Je peux vous dire, elle n'a jamais fait de différence ou essayé de se venger en fonction de ce qu'on avait fait à sa fille. Ma belle-mère, je l'ai considérée comme l'une de mes secondes mères. Je n'ai jamais eu de colère ni d'amertume. Et d'ailleurs, suite à cela, j'avais décidé d'inventer une autre histoire. Lorsqu'on me posait la question, qu'est-ce qui t'est arrivé à la main ? Je disais, j'ai mis ma main dans de l'eau chaude quand j'étais petite. Et donc la réaction qui arrivait toujours, c'était, oh ma pauvre, et c'était terminé. Et j'étais contente, parce qu'on ne s'en prenait pas à Dieu, on ne s'en prenait pas à ma belle-mère. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre que je devais assumer cet handicap et dire la vérité. Et proclamer que j'ai pardonné. Car sans le pardon, on ne peut pas oublier et on ne peut pas avancer. Donc je disais donc la vérité aux personnes, comme je suis en train de vous la dire aujourd'hui. J'ai eu des hauts et des bas. Ce cliché a essayé vraiment de me descendre au plus bas. Malgré mon âge, j'avais une grande foi. Et je savais que Dieu a toujours été avec moi. Malgré que les hommes me rejetaient, se moquaient de moi, me critiquaient, Dieu avait toujours été là, en me suant les larmes. Il m'arrivait une fois j'ai appelé ma mère en pleurant, en disant, maman, qui va m'épouser avec cette main ? Qui va m'épouser ? Et ma mère, une femme de sagesse, me dira, Sama, mets tes 2 mains devant toi et dis-moi, quelle est la main qui est malade ? Je dis, mais maman, c'est la main droite. Et quelle est celle où on passe l'alliance ? Je dis, c'est la main gauche. Elle me dira, Dieu ne fait rien au hasard. Si on ne t'a pas brûlé la main gauche, ça veut dire que tu vas te marier. Et donc j'avais saisi cette parole. Je m'étais dit, un jour, je me marierai. J'ai donc fait des études dans le domaine du droit. Et on me disait toujours, non, tu ne peux pas y arriver. Tu es une femme, tu es noire. De surcroît, sans le dire, tu as un handicap. Mais moi, je ne vois pas mon handicap. Ma main, pour moi, c'est une arme.
Ça me donne l'occasion d'échanger, de parler avec une personne, de montrer mon autorité. Cette main ne m'a pas rendue faible. Elle m'a rendue forte. Elle m'a rendue forte. Et donc, j'ai travaillé à la Cour d'appel de Paris. Et actuellement, je suis à la Cour d'appel de Douai en travaillant au tribunal de Lille. J'ai donc fait des études malgré mon handicap, malgré ma couleur de peau, malgré les clichés qui étaient déjà là et qui voulaient me barrer ma destinée. Et je me suis enfin mariée. J'ai même été, je reviens un peu en arrière, j'ai même été gérante de société de plusieurs salariés, malgré mon handicap. Moi, qui, lors des entretiens, lorsqu'un employeur regardait ma main, par inattention, je me frottais les mains ou je me frottais le visage et qu'on apercevait ma main, je pouvais voir les yeux écarquillés du recruteur. Et j'étais sûre à 95% que ma candidature allait être rejetée. Mais j'ai fini par être moi-même gérante de société. Moi-même poser ma main sur le bureau et regarder le regard de la personne que je voulais recruter. Ça m'a même permis de cerner le caractère de certaines personnes entre l'hypocrisie, la compassion et la méchanceté. Cette main m'a donné des traits de caractère beaucoup plus forts que je devais en avoir. Après le mariage, malheureusement, cela s'est mal passé. Nous avons eu 3 enfants, nous nous sommes séparés. Et encore un cliché. Femme seule, divorcée, avec 3 enfants. Tout le monde me disait, qui va te marier? La cerise sur le gâteau, avec une main de singe. Qui va te prendre? Déjà avec ta main, c'était compliqué. Tu as eu la chance, on t'a épousé. De surcroît, maintenant tu as 3 enfants. Quel est cet homme et d'où il va venir pour venir te prendre? Dieu a fait un recalcul d'itinéraire. Mon mari m'a retrouvé. Il n'avait jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant. Moi, handicapé de la main droite, déjà marié avec 3 enfants. Il m'a pris tel que j'étais, avec mon handicap, avec mes 3 enfants qu'il a pris comme ses enfants, et il m'a aimé tel que j'étais. Oui, c'est possible. C'est possible. J'ai marché sur tous ces clichés. Les clichés de l'handicap, les clichés de femmes seules avec enfants, les clichés du remariage, les clichés professionnels. J'ai réussi à en faire des tremplins. Je m'en suis servi et je continue à m'en servir comme témoignage. Pour une personne qui n'arrive pas à pardonner, je lui montre juste ma main et je lui dis c'est possible. C'est possible. C'est possible d'être une femme de couleur, une femme immigrée et d'être au plus haut dans la société. C'est possible d'avoir un handicap et d'être une femme belle. Oui, c'est vrai, je ne peux pas mettre le vernis sur ma main droite. Mais ma main gauche est tellement belle qu'elle couvre ma main droite. Je pousse à l'interrogation du comment tu as fait, comment tu fais. Et à chaque fois, je réponds, la grâce du Seigneur me suffit. Le dernier cliché sur lequel je voulais parler, c'est que, donc comme je vous ai dit, je suis venue très jeune en France. Et pendant que je faisais mes études, les lois ont changé. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas besoin de visa, carte de séjour et autres. Donc, j'ai toujours fait mes études ainsi. Et lorsque je suis arrivée la première année de la fac, les lois ont changé.
et on demandait des cartes d'identité. Donc, j'ai demandé à ma tante qui m'a tout simplement dit, va à la préfecture, on va faire un dossier. Lorsqu'on arrive à la préfecture, ils nous ont dit, on est désolé parce que elle est venue sous la loi de la tutelle. Et la loi a changé. Aujourd'hui, quand tu viens sous tutelle, dès que tu es majeur, tu dois repartir en Afrique, à moins que les parents de l'enfant soient décédés. À ce moment-là, le tuteur doit l'adopter. Et ce n'était pas le cas pour moi. Et à ce moment-là, des idées, des mensonges sont venus, de couvrir, de dire que mon père était décédé, pour que je puisse avoir une situation régularisée. Et mon père, serviteur de Dieu, dira, je ne mentirai pas. S'il faut que tu aies ces papiers, tu les auras. S'il faut que tu ne les aies pas, tu rentreras. Pour moi, c'était la chose la plus horrible. Je voulais qu'il fasse des compromis. Donc, je me suis retrouvée, en fait, oui, il faut le dire, sans papier, en situation irrégulière. Moi qui étais en France depuis des années. Je suis restée 2 ans à la maison. Je ne pouvais pas faire des petits boulots, je ne pouvais pas aller à l'école. À l'époque, les professeurs de la fac et d'autres amis avaient essayé de manifester devant la préfecture pour qu'on régularise ma situation. Ma situation était bloquée. On est parti d'avocat en avocat. C'était bloqué. Je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais des personnes qui me disaient, laisse tomber, travaille au black, prends les papiers de quelqu'un d'autre. Et je ne voulais vraiment pas me compromettre. Je me disais, je veux continuer mes études. On m'a dit, laisse tomber, les études, c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver. Il faut laisser tomber. Et c'est vrai que j'étais épuisée parce qu'il y avait trop. Mais où on va encore? Et un beau jour, la préfecture a écrit en me disant qu'il fallait que j'aille encore apporter un document. Je me souviendrai toute ma vie. Je suis partie à la préfecture après 2 ans. J'étais à la maison. Ils me dit complètement arrêté. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas aller à l'école. Tout le monde avance sauf toi. Tout le monde avance sauf toi. Tu n'as pas de papier, en situation irrégulière. Et d'ailleurs, ma tante me disait, fais attention de rentrer tôt, parce que si la police t'attrape, tu vas repartir. Ça a été 2 ans de ma vie où j'étais mise sur pause. La honte d'en parler, c'était la honte. Parce que on ne pouvait pas l'expliquer. Tu es en France depuis longtemps, et puis on dit que tu es immigré. Et là, les pensées venaient en me disant, mais pourquoi? Si j'étais restée avec mon père, j'aurais pas subi tout ça. Je viens dans un pays, au bout d'un moment, même le pays me rejette. Donc il y avait cette air de rejet partout. Alors un jour, comme je disais, la préfecture m'a convoquée. Et quand je suis allée à la préfecture, on m'a dit, oui, voilà, je leur ai donné le papier. Et la dame à l'accueil me dira, en regardant le dossier, mais je comprends pas, ça fait longtemps que vous êtes en France, je vois des certificats de scolarité depuis votre arrivée en France, mais pourquoi on vous complique? Et j'étais jeune, je la regarde, je dis, j'en sais rien. Elle me pose la question, moi j'en sais rien. Elle me dit, ok, j'arrive. Elle est montée, elle a mis plus de 45 minutes. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, hein. Donc on se regardait les yeux, dans l'attente. Elle est partie, elle est revenue 45 minutes. Plus tard, elle me dit, est-ce que vous avez une photo? Donc je regarde dans le dossier que ma tante m'avait donné, je lui donne la photo. Et elle me dit, c'est bon. Je lui dis, qu'est-ce qui est bon? Elle me dit, je vais vous donner votre carte de 10 ans. Je dis, comment? Elle me dit, oui, parce que je comprends pas pourquoi on vous l'a bloqué. Et là-haut non plus, ils savent pas, personne, on comprend pas pourquoi votre dossier a été bloqué. Donc c'est bon, vous n'avez pas besoin de récépissé. Je vous donne votre carte de 10 ans tout de suite. Vous allez être convoqué dans 2-3 jours, vous viendrez la chercher. Donc je suis sortie de là. J'ai tellement crié que même les vigiles ont eu peur. J'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu. Et à ce moment-là, le cliché de l'immigration était tombé. Je m'étais dit, malgré le temps que ça prend, ça finira par arriver. J'avais refusé de me compromettre.
malgré les conseils, les critiques, les moqueries. Tu vas rester comme ça, tu vas repartir au pays, tu n'as qu'à changer de formation. C'est parce que tu veux faire des longues études. Prends les papiers d'une personne, va travailler à Lidl, à Aldi et avance. Au lieu de rester là à attendre. J'avais refusé et j'ai attendu et ça a payé. Donc je voulais vraiment dire à une femme, ne te base pas sur tes clichés. Ne te base pas sur ce que tu entends. Ne te base pas sur ce que tu ressens, la tristesse. Lève tes yeux en haut ou écoute cette petite voix qui te parle. Tu dois dominer ce cliché. Tu dois en faire un tremplin. Ce cliché ne doit pas être sur ta tête, ça doit être sous tes pieds. Tu dois le prendre comme une force. Comme une force. Tu dois le prendre comme un témoignage pour aider d'autres personnes que tu vas trouver dans la même situation. Que tu sois une aide pour une personne par ce fameux cliché. Retourner toute la négation du cliché en positif. Faire un tremplin de ce cliché et le cliché finit par disparaître pour que tu deviennes réellement toi. Réellement toi. Tout simplement aujourd'hui, ma main, je la vois comme une main normale. Je m'en sers tous les jours. Et ces clichés ont fait de moi une femme forte. Les moqueries, le rejet, le mépris des gens, la douleur, les incompréhensions ont fait de moi une femme forte. Ont fait de moi une femme passionnée de Dieu. Ont fait de moi une femme pleine d'amour. Et surtout, le pardon. Alors, fais de ton cliché un tremplin et sois propulsé. Sois propulsé là où tu veux arriver. Les clichés sont dangereux car ils mettent des étiquettes. Mais nous les femmes, nous avons une identité. Merci à toi, Siama, pour ton courage, qui, à l'instar des figures emblématiques dans la Bible comme Déborah, femme juge et leader qui dirigeait Israël avec sagesse et autorité, ou encore, plus récemment, Nawal el-Saadawi, médecin et écrivaine égyptienne, militante contre les mutilations génitales féminines et le harcèlement, et même Christine Kane, fondatrice d'A21, qui lutte contre le trafic humain et l'exploitation des femmes dans la rue. Nous les femmes, nous pouvons donc être des actrices de l'histoire sans compromis, sans détour, et non une cible passive à la merci des stéréotypes imposés. Ces stéréotypes sont ancrés dans notre culture depuis des siècles. Mais il est possible de résister, de faire tomber ces clichés et de transformer ce qui peut sembler être un handicap, une tare, comme une force. Alors le changement commence par la prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle commence maintenant. Femmes, stop aux stéréotypes. Reprenons notre pouvoir de déconstruction. Brisons les clichés et ouvrons le champ des possibles. Si cet épisode vous a touché ou questionné, abonnez-vous, partagez ce podcast et surtout, parlez-en autour de vous. Car la parole est la première arme du changement. Rendez-vous demain pour parler d'un autre fléau, les violences visibles et invisibles. Un corps libre est un esprit libre. Nous refusons que d'autres décident à notre place.